Bonjour, bienvenue à votre émission Vérité pour les qui nous cesse de vous mettre au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Personne ignore que l'actualité en République démocratique du Congo est toujours dominée sur la loi exercice budgétaire 2022. Et pour ce faire, aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons juste analyser, décortiquer cette thématique budgétaire équivalent au moins à 10 milliards de dollars. Sur ce, nous avons le réel plaisir d'avoir comme invité Maître Bill Ntumba Mwamba. C'est lui qui va nous dévoiler beaucoup plus les enjeux et les dangers de cette vérité qui se cache au-delà du rideau. Et sur ce, je vais juste pour dire à mon invité, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonsoir madame. Merci beaucoup. Comme annoncé au moins au sommaire de cette émission, ce budget historique a au moins l'intérêt de la population ou bien c'est juste pour les diverses opinions de la population congolaise? Merci beaucoup madame pour cette question combien pertinente. Le budget n'est pas fantaisiste, c'est qu'il faut le dire. Il correspond à la lutte et à la vision du gouvernement central qui consiste au bien-être de la population. C'est la raison pour laquelle, lorsque le gouvernement s'est installé ou a été investi, il devait plus travailler pour le bien-être de la population, d'où qu'on voit un peu cette majoration du budget pour que le peuple tout entier puisse quand même se retrouver dans ce que fait l'effort, dans tout l'effort ou les efforts que fournit notre gouvernement, qui se veut un gouvernement responsable. Voilà un peu, madame. Au regard de tout ce que vous venez juste d'évoquer, croyez-vous que ce budget, au moins, reflète l'image d'une de la vision du gouvernement? Bon, madame, ce budget, ou encore cette action du gouvernement, par rapport à cette loi de finances 2022, ici est le moment propice pour quand même remercier le gouvernement parce que nous sommes partis de 4 milliards, 5 milliards, 7 milliards, 2 fois 6 milliards, à 10 milliards. Donc il y a une certaine volonté de la part du gouvernement qui ne se limite pas seulement à 10 milliards de dollars parce que l'attente de la population est tellement grande. Le gouvernement doit encore multiplier beaucoup d'efforts pour que nous puissions aller au-delà même de 15 milliards, 20 milliards. C'est possible dans ce pays. C'est possible. Pourquoi possible? Quand il y a la volonté politique des membres du gouvernement, quand il y a la volonté même de la population elle-même, dans la mesure où elle doit chaque fois dénoncer, comme elle dénonce, les détournements de part et d'autre. Donc ces détournements font à ce que la population ne puisse pas se retrouver dans la gestion du gouvernement. Voilà un peu, madame. Au regard de chaque de ces projets, au moins que le Premier ministre nous a présenté, qui a présenté au moins à l'Assemblée nationale, on remarque beaucoup plus que ce sont de mêmes projets qui reviennent toujours à chaque exercice budgétaire, mais en réalité, on ne trouve rien de concret dans tout ça. Je pense que nous avons affaire à un gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, madame. Il y a quand même les efforts que le gouvernement est en train de fournir. Tous les budgets ne sont pas semblables. Mais ce qu'il y a à dire, c'est qu'effectivement, de par la volonté de ce membre ou de ce gouvernement, il faudra que nous puissions demander au gouvernement de réduire le train des institutions et consacrer plus ce budget pour le bien-être de la population. Actuellement, nous avons une urgence qui est l'instauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix à l'est du pays. Exactement. Alors, c'est dans ce cadre-là que le gouvernement, quand bien même le budget a été déclaré recevable par la Chambre basse, cependant, il y a encore du travail à faire pour faire un peu le toilettage. Et en plus, ce budget où cette loi de finances sera envoyée en seconde lecture au Sénat, je crois qu'il y aura quand même des améliorations. Nous pourrons quitter, c'est pas cette loi, peut quitter de 10 milliards à, pourquoi pas 12, 13, 15 milliards de dollars.
Quitter, c'est bien, mais lorsque, bon, ça nous apporte absolument rien sur les attentes de la population congolaise. Avoir des milliards, maîtres, c'est bien. Mais en réalité, où en sommes-nous avec ça? Madame, il y a une certaine volonté, comme je ne cesse de le dire. La volonté consiste à mobiliser les recettes. Ici, il faut faire allusion aussi au changement de mentalité. Mobiliser les recettes. Non seulement que le gouvernement, ça doit être l'apanage du seul gouvernement, mais ça doit être aussi l'apanage de toute la population, parce que ce budget est pour la population. Si nous nous croisons les bras, nous laissons les détourneurs de fonds de l'État faire du n'importe quoi, ça ne va pas. Je crois que la population doit aussi s'approprier ce budget et contribuer tant soit peu. Là où il faut payer l'impôt, il faut payer, parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a le civisme sur l'impôt. Là où il faut décrier ou dénoncer un détournement, il faut le faire, et que la justice aussi soit à mesure de pouvoir juger, n'est-ce pas, ceux qui sont des détourneurs de fonds de l'État, lesquels détournements risquent d'être l'obstacle, n'est-ce pas, de cette réalisation de 10-15 milliards de dollars comme budget de l'exercice 2022. Merci beaucoup. C'est juste un titre de rappel à tous ceux-là aussi qui nous suivent de partout. Nous sommes sans ignorants que le Premier ministre, lors de son programme d'action, avait beaucoup plus martelé sur la priorité des priorités sur la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, l'éducation ainsi que les social de la population congolaise. Vu le budget présenté pour l'exercice 2022, où en sommes-nous? Le budget 2022 a été voté. Nous attendons sa promulgation par le chef de l'État. Je crois que le travail est en train d'être fait. Des ressources seront mobilisées. Et c'est de cette mobilisation que nous allons voir l'impact de ce budget par rapport à nos peuples. Parce que parler d'un budget de 10, 15 milliards, 20 milliards même, si nos peuples, nous ne sentons pas, n'est-ce pas, cet effort du gouvernement dans sa façon de faire et d'agir, cela risquerait d'être un slogan et nous risquerons de qualifier ce gouvernement d'irresponsable. C'est ici l'occasion, pour moi, d'interpeller les gouvernants, parce que le gouvernement a affaire à la gestion d'une ressource humaine. Nous ne sommes pas des objets. Nous sommes des hommes. Nous avons des droits et des obligations. Que le gouvernement fasse tout le nécessaire. Nous éviter des slogans. Nous éviter des promesses qu'il ne sera pas à mesure de réaliser et de nous laisser dans une souffrance qu'on ne cesse de décrier du jour au jour, d'année en année. Ça ne va pas. Nous avons besoin d'un changement. Même lorsque le budget est voté, qu'on sente l'impact de ce budget, ça va encore nous encourager à dire que ce gouvernement est un gouvernement responsable et des warriors, comme on dit warriors. Les warriors, ce sont ceux, lorsqu'il y a une difficulté, face à une difficulté, on ne dit pas qu'on nous bloque. Face à une difficulté, les warriors trouvent toujours une porte de sortie pour que la population soit contente. Et lorsque la population est contente, même eux qui nous gèrent seront quand même contents et en sécurité. Hein, madame? Oui. Imaginez-vous, le budget est centré juste pour le train des institutions. Ceux-là se promènent que dans de belles voitures, accompagnés souvent de sécurité. Et quand ils passent, les membres de ce gouvernement de warriors, et trouvent toujours la population dans une misère totale. Actuellement, si vous passez dans toutes les avenues, vous trouverez toujours, devant la parcelle, il y a toujours des petits objets qu'on vend pour faire face à la vie. Mais finalement, nous interpellons quand même le gouvernement à faire de mieux pour rendre ces peuples dignes de son nom. Voilà, rendre ces peuples moins dignes de son nom, vous venez de dire que c'est juste un gouvernement de responsables pour trouver des résolutions aux problèmes de la population congolaise. Je reviens toujours sur la priorité des priorités à l'Est de la République démocratique du Congo, où on se retrouve avec les 3%
réservé au moins à la défense nationale. À la défense nationale. Pensez-vous que c'est vraiment consistant avec ces frais de fonctionnement ou bien ces frais de soutenance vu tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Je crois que la plupart des analystes ont pu décrier cette façon de faire du gouvernement. Le Premier ministre a eu à voir toutes ces observations de la part de nos députés. Je crois qu'il y aura un travail de toilettage, n'est-ce pas, de ce budget pour quand même augmenter le taux de pourcentage lié, c'est pas à la défense nationale. Mais ce n'est pas la première fois aussi. Tout à fait, ah oui. Parce que c'est une œuvre humaine, madame. Je crois que ça ne doit pas rester trop statique. Donc c'est une œuvre qu'on a présentée. Il y a eu, c'est pas des observations qui ont été faites. Je crois que ce budget doit être revu, et plus précisément dans le secteur de la défense nationale, parce que la guerre à l'est du pays nécessite beaucoup de moyens financiers pour permettre quand même à nos militaires de faire face, n'est-ce pas, à tout ce qu'il y a comme couche d'insécurité et y mettre complètement fin, parce que nous ne pouvons toujours pas continuer à vivre avec cette guerre de l'est du pays qui floue même l'élan de notre pays. Les investisseurs pour venir, ils vont toujours trouver des astuces, qui a la guerre, mais pourtant, le gouvernement doit tout faire pour mettre terme à leur terme. C'est ici l'occasion pour aussi interpeller ceux qui sont toujours derrière. On a toujours l'habitude de dire, c'est l'Occident, ce sont les étrangers. Mais nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui se passe comme la guerre à l'est du pays. Chers frères congolais, celui qui est, n'est-ce pas, qui est animé d'un sentiment de patriotisme, en tout cas qu'ils se disent, trop c'est trop, nos frères sont morts à cause de l'égoïsme, à cause de la trahison de nous-mêmes, peuple congolais. Il est grand temps que nous puissions quand même contribuer à ce que la paix soit restaurée à l'est du pays, pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir ce pays tant détruit il y a autant d'années. Merci beaucoup. Restons toujours sur cette même page sur la sécurité en l'Est de la République démocratique du Congo, 11 fois déjà renouvelé sur l'état de siège. Est-ce que décréter d'abord l'état d'urgence à l'Est de la République démocratique du Congo, c'était vraiment urgent? C'est parmi les moyens, madame. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec le régime du président Kabila. Il y a eu plusieurs réunions, plusieurs conférences, plusieurs colloques sur la paix. On a pu dénommer ces colloques plusieurs attributions, mais finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas apporté la paix. Mais si, n'est-ce pas, le président de la République a pu décréter l'état de siège, je crois que c'est parmi les solutions. Et vous savez, nous sommes déjà à la 12e prorogation de l'état de siège. Nous avons beaucoup dépensé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Il faudrait que nous puissions avoir le prix. Pourquoi on a décrété cet état de siège, c'est la paix. S'il faut dresser au moins le bilan par rapport au 12e ou bien au 11e état de siège renouvelé, quelle serait votre lecture par rapport à tout ça? Non, madame. Je crois qu'il y a toujours des indécis. Vous savez qu'il y a la plupart des gens qui profitent de cette guerre pour se faire de la fortune, pour se faire de l'argent. Même ceux-là qui décrient que les minéraux de l'Est, c'est des minéraux de sang. Mais cependant, tous ces gens-là, ils ne fournissent pas un effort pour pouvoir contribuer à ce que la guerre cesse à l'Est, parce que lorsque la guerre cesse, c'est dire que leurs dividendes, ils ne vont pas en trouver là-dedans. Je crois que la conscience de tout un chacun et l'effort que fournissent nos forces armées, je crois que nous allons quand même aboutir à une solution durable. Aboutir à une solution durable pendant que nous savons au moins de faibles soutenances à ce qui concerne au moins nos armées. Pensez-vous vraiment que nous allons mettre fin au moins à cette guerre éternellement recommencement? Non, madame, dire que nous avons une armée faible... Non, les faibles soutenances par rapport au financement pour mettre fin à cette guerre. Non, madame, je crois que vous avez vous-même appris, comme moi,
que tous ces gens qui ont pu détourner et qui détournent encore le fonds lié à la guerre, qui détournent les biens n'est-ce pas, de la guerre, ils sont jugés. Je crois que c'est là qu'il ne faut pas laisser l'impunité dans ça. L'effort est là, la volonté est là, surtout du chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que nous devons l'accompagner dans cette ferme volonté de rétablir l'autorité de l'État et de restaurer la paix à l'est du pays. L'est du pays, c'est l'ensemble de la République démocratique du Congo. Madame, je crois que je ne cesse de dire, le Congo est dans son ensemble comme un corps humain. Lorsque le bras souffre, le bras est malade, la tête ou la jambe ne pourra pas dire, puisque je ne tue pas le bras, je ne fais pas partie de là. Non. Nous devons avoir l'intégrité territoriale, accompagner la ferme volonté du chef de l'État. Ensemble, unissons-nous, la main dans la main, nous allons bouter hors d'état de nuire notre territoire. C'est un phénomène qu'il faudrait à tout prix mettre terme pour que nous puissions espérer à relancer, n'est-ce pas, notre économie sur le guichet international et pourquoi pas partout. Voilà un peu, madame. Voilà, merci beaucoup à vous juste qui venez juste de nous croiser en cours de route. On est en train d'analyser le budget 2022 qui est estimé au moins à 10 milliards de dollars. Là, je suis avec Maître Bill Ntumba Mwamba, donc c'est notre invité. Vous nous appelez, s'il vous plaît, c'est mieux de nous écrire. Là, vraiment, on aura la possibilité de poser votre question directement à notre invité que de vous recevoir en direct. C'est vraiment impossible compte tenu de notre état. Là, je reviens à vous. On a parlé au moins sur la sécurité plutôt à l'est de la République démocratique du Congo. Prenons alors maintenant du côté éducation. Hier, on avait commencé avec un très bon départ. Aujourd'hui, on se retrouve dans une condition, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau? Madame, c'est un peu regrettable. Vous savez que la mise en œuvre de cette gratuité de l'enseignement de base, ce n'est pas apprécié par tout le monde de la même manière. Et surtout que cette option de faire de l'enseignement de base gratuite n'est pas l'émanation du chef de l'État. C'est consacré par la Constitution elle-même. Et l'actuel chef de l'État n'a fait que continuer ce que son prédécesseur avait déjà commencé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a de ces gens, promoteurs, qui sont mécontents. Parce que vous savez, l'année passée, il n'y a pas eu trop de problèmes comme cette année. Pourquoi? Parce que la plupart des promoteurs se sont rendus qu'ils sont plus investis dans les écoles, mais finalement avec la gratuité, ils se rendent compte qu'ils ne trouvent pas le gain comme ils pouvaient en trouver dans les années passées. Est-ce que ces gens-là sont vraiment des compatriotes? Ce n'est pas correct. Les problèmes se posent juste au niveau de paiement de leurs enseignements qui ne sont pas encore en ordre, pendant qu'eux-mêmes, avec leur financement, les enseignants étaient vraiment en ordre, donc il y avait vraiment de bonnes conditions par rapport à l'avènement de la gratuité de l'enseignement. Madame, le gouvernement est en train de fournir un effort. Un salaire qui était, ce n'est pas de 50 $. Actuellement, ce salaire est en train de monter graduellement. Le gouvernement ne peut pas faire un miracle, madame. C'est la raison pour laquelle il y a le dialogue entre les syndicats et le gouvernement. Quitte aux deux parties aussi de respecter quand même ses engagements. Si le gouvernement a décidé qu'on paye autant, que c'est le gouvernement soit en maître de payer cet autant. Que ce ne soit pas comme si c'était un don. Parce que du côté des enseignants, ils fournissent aussi quand même un effort pour quand même donner de leur connaissance aux enfants que nous envoyons aux écoles. Donc je pense qu'il faudrait un dialogue sincère entre les deux parties de manière à sauver l'année. Parce que l'allure avec laquelle cette histoire commence à prendre corps,
ça commence un peu à inquiéter. Et ça risquerait de faire échec à une bonne année qui a pourtant bien commencé, mais pourtant, il y a d'autres couches où il y a d'autres responsables avec des cartouches pour faire échec. Qu'on dise que non, la gratuité a échoué. Cependant, madame... On le dit toujours que la gratuité a échoué parce que l'année passée, c'était quand même merveilleux, mais aujourd'hui, cette année, on est dans des couacs. Les parents ont déjà commencé à payer d'abord les $100, les $80 dans d'autres écoles. Madame, je suis navré de vous parler quand même d'une révélation. Vous savez que même ces parents qui payent, c'est un peu regrettable parce que les parents ou le comité des parents, tel que vous voyez, la plupart ne sont pas sincères. Vous savez que tous les parents n'ont pas les mêmes revenus, n'ont pas les mêmes salaires chaque fin du mois. Je vous donne un exemple, entre parenthèses. Vous vous retrouvez devant l'arrêt de bus. On est le matin, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Vous voyez le bus qui arrive, le chauffeur qui vient avec son receveur qui vous dit, pour arriver, par exemple, quitter Kingasen Souka vers la ville, il faut 1500, 2000 francs congolais. Quelle est l'attitude de cette population? Chacun est pressé. Celui qui a l'argent monte. Celui qui n'a pas l'argent regrette. Et ceux qui ont l'argent partent. Quant aux chauffeurs et aux receveurs, ils ont gagné. Nous retournons dans la question que vous me posez. Le comité des parents se trouve en réunion. Ceux qui ont de l'argent se disent non, on ne peut pas laisser l'année passer ou échouer. Nous préférons qu'on paye. Le manque de sincérité. Le manque de sincérité dans le dialogue. Entre d'abord comité des parents et vous vous faites fixer de $100, $200. Pendant que d'autres parents n'ont même pas un salaire de $200. Qu'elles vont-ils faire avec leurs enfants? Je crois que le gouvernement doit recadrer quand même les choses et prendre ses responsabilités à main, fixer des montants qui soient susceptibles de permettre même aux parents qui n'ont pas de revenus convenables de pouvoir quand même faire face à l'année scolaire 2021-2022. Du côté de l'État congolais, qu'est-ce que vous voulez critiquer? Au moins parce qu'on observe que le fait de lancer la gratuité comme ça, c'était juste par précipitation pendant qu'il n'y avait pas vraiment de moyens logistiques efficaces pour mieux préparer du côté des enseignants, du côté aussi les parents ainsi que les élèves. Madame, je crois que l'idée est déjà lancée. Et celui qui a lancé l'idée, comme je l'ai dit, c'est la Constitution qui a consacré la gratuité de l'enseignement. Il appartient maintenant à l'État de tout faire pour créer de nouvelles écoles, de nouvelles classes. Parce que la faiblesse maintenant, dans ce cadre, c'est quoi? Pour l'État, ce sont des privés qui s'imposent. Et le fait pour le privé de s'imposer par rapport à ce que doit payer un parent comme Minerval, non. Vous voyez que ça amoindrit la force de l'autorité de l'État. Exactement. L'État devient faible par rapport à ça. Mais je crois que l'État doit quand même surmonter. Se surmonter malgré qu'il y a beaucoup d'urgence. Créer de nouvelles écoles, créer de nouvelles classes pour faire face au privé. Il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Parce que créer, recréer ou créer... Madame, ça demande aussi recréer, beaucoup de temps. Il faut combien de temps? Avec quel budget? Avec quel créer ou recréer, ah oui. Ça ne demande pas qu'on ait beaucoup de temps. C'est pendant que l'année est en cours que l'État peut commencer déjà à construire. Vous me demandez quel budget? Madame, mais le budget est là. Là, on vient de voter un budget 2022. Le faible budget du côté de l'éducation. Madame, ah oui. Il n'y a pas que le budget. Nous avons aussi des dons. L'accompagnement de la communauté internationale. Nous avons l'UNICEF qui accompagne cette gratuité de l'enseignement. On peut quand même privilégier à construire de nouvelles écoles. À construire, non seulement à construire de nouvelles écoles, mettre dans des conditions minimales l'enseignant parce qu'il a un droit. C'est un être humain, s'il te plaît. Même les députés peuvent se dire qu'on réduise, n'est-ce pas, le train de vie de députés. S'ils reçoivent, c'est pas $7 000,
Ils peuvent se dire et se décider d'avoir 5 000 $ et les 2 000 $ on défalque, n'est-ce pas, on déduit pour permettre à ce que l'État puisse avoir des moyens de construire des écoles. Croyez-vous qu'ils vont accepter au moins de réduire leur salaire? Madame, c'est un problème de sentiment patriotique. Celui qui aime la patrie est capable de se dessaisir et se dire oui, pour ma patrie, je suis prêt. C'est possible. Pour ma patrie, je suis prêt, c'est possible. Nous avons quand même quelques messages que les personnes nous ont envoyés au moins ici. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter que le gouvernement a échoué par rapport à la gratuité de l'enseignement? Madame, c'est précoce de dire que le gouvernement a échoué par rapport à la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement ici n'a qu'une année. On a vu quand même que l'année passée, ça a tenu. Mais pourquoi ne pas accorder la chance? Pourquoi ici, dans notre pays, ne voir que la négation, même là où il n'y a pas de négation? Il faut encourager le gouvernement, là où il fait bien, il faut lui dire, vous faites bien. Cependant, continuez à faire du bien. Dépassez-vous à faire du bien pour que cette gratuité réussisse, non seulement pour ce mandat ici, mais pour tous les mandats à venir. C'est très important. C'est très important. Message, c'est mieux vraiment de nous envoyer les messages avec le nom. Franchement, c'est mieux de le faire ça. Message non signé, décréter l'état d'urgence, c'est mieux, mais ça profite à quelle personne? L'état d'urgence profite à la RDC tout ensemble. Parce que là, le fait d'avoir la guerre à l'est du pays, par des forces négatives, nous dépossède. Quand je parle de nous dépossède, ça dit dépossède l'État congolais de sa souveraineté. Cet état de siège, c'est une façon de contraindre ceux qui nous font la guerre, de cesser les armes, soit de rentrer chez eux, soit on les traque, ils sont jugés. Pour que demain, s'il y a encore des forces qui veulent se soulever, qu'ils sentent qu'il y a l'autorité de l'État qui est restaurée et que grâce à la paix, on n'a pas droit à l'erreur. Ça profite à notre État, madame. Voilà. Pensez-vous que les 3% réservés à la défense nationale, ça va juste nous permettre à atteindre les objectifs pour mettre fin à la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo? Non, les 3% c'est trop peu, comme la plupart des gens aussi le disent. Je crois qu'avec le toilettage qui sera fait en commission avant la seconde lecture au niveau du Sénat, ce pourcentage sera élevé pour quand même permettre, n'est-ce pas, à nos forces armées de faire face à cette guerre. Finalement, même cet état de siège a un début, mais il faudrait qu'il ait une fin. Mais cette fin se justifie par le fait de la restauration totale et définitive, n'est-ce pas, de la paix à l'est du pays. Crier sur le social, c'est bien, mais en fait, on ne remarque rien du tout. Nous sommes abandonnés comme les orphelins dans notre propre pays. Qu'est-ce que le maître peut partager comme étant à vie par rapport à ma question? Voici très bien pour cette question. Mais vous savez que nos populations, nous avons aussi des droits et des devoirs. Nous n'allons pas toujours être à la merci des individus. Quand je parle des individus, parce qu'on parle toujours tel. Le gouvernement doit tout faire à l'obligation, n'est-ce pas, de pouvoir refaire un peu ce calcul. Parce que depuis qu'il est là, la population ne doit pas vivre toujours de promesse en promesse. C'est chaque jour que les gens pleurent, se plaignent, tout ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Surtout du côté du social. Surtout le côté social. Mais il se peut qu'aussi, nous ne l'avons toujours pas parlé dans nos draps. Il faudrait la mobilisation de nos peuples. Un jour, nous décidons de faire des marches pacifiques, de dire à ce gouvernement, c'est bien beau, vous avez voté un budget de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, mais nous ne le sentons pas dans notre social. Nous pouvons décider une journée morte sur toute l'étendue de la République sans parti pris pour dire, trop c'est trop, nous avons droit à la vie, nous avons droit à l'électricité, nous avons droit à l'eau, nous avons droit à une vie digne. Maman, c'est tout à fait normal. Nous n'allons pas toujours chercher à parler tout bas. Il faut se relever. Il faut défendre ses droits. Or, le droit est droit lorsqu'on sait le défendre. On a fait, on s'était. On regarde papa comme ça. On s'est dit, en dessous des draps. Non, il faut se lever.
Merci C'est tenir beaucoup. la main dans la main, dire tôt c'est tôt, nous avons droit à la vie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. 30 minutes pour convaincre. Avant de finir, je vais vous retenir au moins quelques mots. Vous avez dit que nous devons organiser des marches. Mais organiser des marches, c'est bien. Quand même, nous organisons du jour au lendemain, mais ça ne produit absolument rien comme finalité. Madame, vous voyez le temps que font passer certains politiciens. Des marches. Des marches patriotiques. En réalité, la bonne marche, c'est le social du peuple. Parce que même ce qu'il faut qu'on marche, au nom du peuple, au nom du peuple, au nom du peuple pour lequel ce peuple ne se retrouve pas dans la gestion. Même ceux-là qui font ces marches-là, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils auront toujours le même comportement. Je crois que le salut de notre pays, le salut de notre peuple, dépend du peuple d'abord lui-même. Parce que quand ça commence avec le peuple, nos gouvernants auront peur de faire quoi que ce soit. Amis de GCAM TV, amis de l'émission Vérité Polélé, vous avez suivi les propos, les réactions de notre invité, Maître Bill Ntumba Mwamba. Nous vous proposons un nouveau numéro prochainement. Au réel plaisir au moins de vous retrouver. Portez-vous bien. Au revoir.